demandé comment est-ce que ça a fonctionné, ces ententes avec les Indes, qui ont utilisé un réacteur canadien Candu pour faire des bombes nucléaires. Cet événement-là, ça remonte il y a plus de 30 ans maintenant. Et suite à cet événement-là, le Canada et beaucoup d'autres pays ont cessé le transfert de matériel nucléaire et de technologie nucléaire à l'Inde, suite à ça. Mais à ce moment-là, le système international d'inspection et de garantie a fonctionné parce que l'échange d'informations et de matériel a cessé suite à ça. Oui, je pose la question, la surveillance du respect des normes des mines d'uranium se fait par qui? Est-ce que c'est retransféré au niveau provincial? Comment ça fonctionne? La Commission canadienne de sûreté nucléaire, on a un ensemble de règlements. Il y a des règlements au niveau qui vont, par exemple, au niveau de Mais qui fait la surveillance sur le terrain? La Commission canadienne a des inspecteurs. Combien? Donc, on fait des inspections il y a combien sur les sites. Attendez, si Madame vous me permettez, s'il vous plaît. on fait des inspections sur les sites. Mais avant de faire des inspections, les détenteurs ou les personnes qui demandent un permis de la Commission doivent nous fournir un plan détaillé au niveau technique de ce qui... on a des exigences au niveau de la surveillance des effluents, par exemple, la surveillance environnementale, les mesures de contrôle à l'intérieur de l'usine. On parle de combien de sites actuellement au Canada d'exploitation d'uranium? Présentement, il y a des sites en exploitation en Saskatchewan. Il y a Key Lake. Il y a 5 sites qui sont en exploitation présentement. Et il y a des sites qui sont déclassés, donc qui sont en phase d'être fermés ou déclassés. Mais il y a combien d'inspecteurs? J'aimerais ça savoir. Parce qu'on a eu une surprise au Québec au niveau du ministère du Développement, le ministère de l'Environnement, qui s'assure du respect des normes environnementales. Mais on a appris qu'il y avait 4 ou 5 inspecteurs pour toutes les mines au Québec. Donc, c'est impossible de suivre ça de façon rigoureuse. Donc, moi, je vous repose la question, il y a combien d'inspecteurs sur le terrain à la Commission? La Commission a un bureau de site présentement en Saskatchewan où les 5 mines sont en opération. Et ce bureau-là s'occupe de certaines inspections et du suivi quotidien. Et il y a un nombre important... Mais il y a moins de sites, autrement dit, d'uranium qu'il y a de mines au Québec. On parle d'un phénomène encore très... Mais pour répondre, oui, il y a une quinzaine d'inspecteurs au bureau de Saskatoon, mais ce n'est pas les seules personnes qui font des inspections. Il y a un nombre assez important de personnes au bureau d'Ottawa qui font des inspections au niveau des programmes de suivi environnementaux. Il y a des inspecteurs au niveau de d'autres programmes pour s'assurer que les installations fonctionnent bien. Je pense que ça va, la réponse est claire. Merci. Je reviens, M. Goulet. Mais, je spécifie, il n'y a pas de mine d'uranium au Québec. Il n'y en a pas. Oui, mais là, je pense que comme citoyen, quand on parlait de développement durable, pour les générations futures, on doit faire l'inventaire du potentiel minier et uranifère également pour savoir qu'est-ce que l'on a sous nos pieds. Oui. C'est fondamental. Une fois qu'on le sait, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi exploiter l'uranium? Est-ce que, d'un point de vue économique, c'est si intéressant que ça? Voilà, on parle Alors, de quels sont les arguments pour l'exploitation? On parle de moratoire, mais il y a plein de pays qui ont levé les moratoires. L'Australie a levé son moratoire. Après avoir fait toutes les études, d'après eux, convaincantes. Ils vont de l'avant. Et pourquoi le Québec resterait en arrière pour des... Je ne sais pas. Pour des raisons risques, futiles, des mais si on estime que les risques sont réels... C'est un choix de société, en fait. OK? Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais on doit regarder au Québec, est-ce qu'on a d'autres alternatives? Et la réponse est oui. Donc, on n'a pas de besoin au Québec de cette industrie-là pour son énergie. Donc, on a vu tantôt que ça servait à 2 choses, en fait. Il y a le côté nucléaire, donc je sais qu'il y a une entente de non-prolifération, OK? Mais en même temps, c'est là, les déchets aussi représentent une menace. Il y a toute une structure qui doit être mise autour de ça pour prévenir les attentats terroristes. Mais oui, tout à fait, parce que tout ce qui est autour de Gentilly, les déchets sur place, comme il disait, ça contient beaucoup de matériel qui pourrait être dangereux s'il y avait un avion qui s'écrasait là-dessus, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui doit être pris en considération.
L'autre affaire, ça sert pour l'énergie. Donc, au Québec, on a d'autres formes d'énergie qu'on peut exploiter. Oui. Et je pense que c'est important qu'on explore ces avenues-là. Donc, ça devient un choix de J'ai envie société. de vous arrêter là parce que justement, il y a d'autres formes d'énergie possibles au Québec, je pense, et les journaux en sont pleins. Le pétrole sous le lit du fleuve Saint-Laurent, le gaz de schiste pas très loin d'ici, les parcs, l'énergie éolienne, mais de plus en plus, quel que soit le projet, la population semble dire non. Alors, est-ce que c'est un cas, l'uranium, est-ce que c'est un cas, encore une fois, du pas dans ma cour? Est-ce que c'est une réaction où les risques anticipés seraient plus grands que les risques réels? Est-ce que les craintes sont à ce point-là justifiées pour empêcher qu'on aille de l'avant en prenant toutes les mesures? C'est ce qu'on est en train de caractériser actuellement. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. Actuellement, on est en train de caractériser le risque et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller de l'avant. Le projet de Matouche, on appelle ça encore une phase d'exploration, mais quand c'est rendu qu'on creuse un tunnel de je ne sais pas combien de long où 2 camions peuvent se rencontrer, je ne sais plus si on peut appeler ça encore un projet d'exploration, mais on appelle ça comme ça. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut laisser le temps d'aller chercher l'information. Puis ensuite, quand la population aura l'information, décidera est-ce que on veut aller vers ce type d'énergie-là. Voilà. Donc, dans le doute, on s'abstient. C'est votre position et on cherche des garanties scientifiques. Principe de précaution selon la loi du développement durable. Voilà. Monsieur Goulet. C'est vraiment une phrase de Marie Curie qui est à l'origine de la découverte du radium, entre autres. La découverte, entre autres, de l'uranium avec Becquerel, mais elle disait, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Et effectivement, depuis trentaine, cinquantaine d'années, notre société a contrôlé les dangers, que ce soit sur le tableau périodique, là, à peu près la moitié, sinon plus, des éléments qui sont dangereux. On part de l'hydrogène, en passant par le lithium, même le calcium, tout, carbone, etc., uranium. Mais notre société contrôle les dangers quotidiennement. Est-ce que c'est pas normal un peu? C'est normal. Oui? Ça nous permet d'avoir une qualité de vie, d'avoir un niveau d'espérance de vie plus élevé et des niveaux éducatifs et d'éducation également très élevés. Et c'est fonction de la quantité d'énergie que l'on consomme. Et dans le monde entier, c'est comme ça. On ne contrôle pas les risques, on le gère. Donc, si on pouvait tout contrôler, il n'y aurait aucun accident, il n'y aurait aucune catastrophe. Mais est-ce qu'il est possible de développer quoi que ce soit sans risque? Est-ce qu'il n'y a pas toujours ce calcul de risque à faire, au fond, M. Duguay? Bien, pour répondre à mon collègue, là, on essaye de contrôler, mais à Tchernobyl, est-ce qu'on contrôlait bien? À 3 Mile Island? C'est des méthodes au réacteur Enrico Fermi, près de Détroit. BP. 5 fois dans l'histoire, les opérateurs ont perdu le contrôle du réacteur nucléaire. Puis la principale inquiétude à propos des réacteurs Candu, c'est qu'ils sont susceptibles de s'emballer, puis d'en perdre le contrôle, puis de répandre de la radioactivité dans toute la vallée du Saint-Laurent. C'est prendre le risque de perdre notre pays pour quelques dollars. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que vous, Mme Thompson? En fin de compte, il y a beaucoup de discussions par rapport est-ce qu'il y a suffisamment d'informations pour pouvoir réglementer de façon responsable cette industrie-là. Et la position de la Commission, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites depuis un grand nombre d'années. Ces études-là ont été faites à partir de mines ou d'autres activités nucléaires qui étaient exploitées il y a plusieurs décennies. Et il y a aussi des études plus récentes. Les études plus récentes démontrent que les risques qu'on voyait il y a plusieurs décennies ont disparu parce qu'on a appris au niveau scientifique avec ces connaissances-là et on a mis en place un processus réglementaire qui tient compte de ces nouvelles connaissances-là et qui tient compte de l'incertitude aussi. Et on continue à faire des études scientifiques pour s'assurer que nos règlements sont appropriés. Est-ce que les normes canadiennes sont plus sévères que les normes des pays avoisinants, par exemple? Ce que je dirais, c'est qu'au niveau réglementation, au niveau des rejets à l'environnement, nos règlements ont tendance à être plus sévères. Essentiellement parce qu'on a fait beaucoup d'études dans le nord de l'Ontario, mais aussi beaucoup en Saskatchewan pour bien comprendre les impacts sur l'environnement des mines qui étaient en exploitation dans les années 60, 70 et 80. Et on a fait beaucoup d'études aussi sur les mines qui sont en exploitation présentement. Donc, à partir de ces informations-là, on a resserré beaucoup la réglementation. Les normes. Bon, voilà, monsieur, vous n'êtes pas d'accord, monsieur Duguay? Non, parce que
Dans l'Union européenne, on permet dans un litre d'eau d'avoir 100 becquerels. C'est l'équivalent de 100 coups de pistolet par seconde, 100 désintégrations par seconde en Europe. Aux États-Unis, 740. Au Canada, 7000. La réglementation canadienne pour la radioactivité est très lousse. Très permissive. Ouais, C'est ce très que vous dites, oui, M. Goulet? Mme Thompson, En fait, Mme Thompson est mieux qualifiée que moi. Ce dont il parle, c'est les normes pour le tritium, qui est un radionucléide associé aux centrales nucléaires. Donc, c'est pas du tout au niveau des mines On d'uranium. ne peut pas dissocier. Et la norme canadienne est de 7000 becquerels par litre, mais la réalité, c'est que toutes les sources d'eau potable autour des centrales nucléaires en opération au Canada, les concentrations de tritium sont en bas de 20 becquerels par litre. Donc, en bas de 100 becquerels par litre, qui est le critère de performance en Europe, et beaucoup en dessous de la limite canadienne. Donc, il n'y a pas de sources d'eau potable au Canada qui ont des concentrations de tritium qui sont au-delà de 20 becquerels par litre. Est-ce que ça, vous l'admettez? C'est-à-dire qu'il y a les dangers potentiels, les dangers qui se sont manifestés ailleurs, mais est-ce qu'il est possible qu'au Canada, effectivement, à cause des mesures et de la situation et du type d'uranium produit, extrait, présent dans le sol, les dangers soient qu'il y ait moins de risques, quoi? Qu'il y aurait moins de risques au Canada comparé aux États-Unis ou en Europe? C'est ça que vous voulez dire? Éventuellement. En fait, c'est que les risques sont réglementés. Et la réglementation en place fait que les risques sont minimisés. Mais on permet quand même d'aller jusqu'à 7000. Ça veut dire que s'il y avait un petit incident, on respecterait la norme. Et c'est ça qui est inquiétant. En fait, c'est toujours dans l'hypothèse d'un accident. C'est pas tout à fait la vérité. Les installations nucléaires ont des permis et les conditions de permis vont contrôler la façon dont le réacteur, par exemple, doit être exploité. Et on a des seuils d'intervention et des seuils administratifs. Et vous dites que vous avez les moyens de faire respecter ces règlements-là. Donc, le scénario d'un accident à cause d'un mauvais entretien de centrale, à cause d'une mauvaise gestion de projet, c'est, d'après vous, tout a été prévu? Les scénarios d'accident sont tenus compte. Il y a des analyses, on appelle ça des analyses de sûreté, qui tiennent compte des différentes facettes d'un réacteur, par exemple, de la façon dont les opérateurs ont à intervenir. Et ces analyses-là sont faites en tenant compte des probabilités de défaillance des différents systèmes. Les études d'impact environnemental, c'est un peu complexe. Parce que c'est sûr qu'à Tchernobyl, il y avait un problème de maintenance réel. Il y avait toutes sortes de problèmes. Oui, alors les réacteurs, les centrales canadiennes ont des bâtiments de confinement. Et la conception Attendez, M. Duguay et ensuite M. Goulet. Il y a eu des problèmes avec les réacteurs nucléaires, pas rien qu'à Tchernobyl, en Ontario. En 1997, l'Ontario a arrêté 7 de ses 15 réacteurs nucléaires à cause des problèmes de sûreté. Comment pouvez-vous dire, Mme Thompson, qu'il n'y a pas de risque avec le nucléaire? Pourquoi que l'Ontario a arrêté 7 réacteurs nucléaires? Vous écrivez dans votre rapport annuel là, que la chance d'un accident sévère avec un réacteur canadien, c'est 1 fois sur 1 million d'années. Je vous signale que sur 50 ans d'histoire, c'est arrivé 5 fois qu'on a perdu le contrôle d'un réacteur, puis qui aurait pu s'emballer et avoir des conséquences. C'est arrivé à Tchernobyl. Alors en 97, si la probabilité d'un accident est juste 1 fois sur 1 million d'années, pourquoi qu'on n'a pas arrêté un réacteur une année en Ontario, puis ensuite l'année suivante un deuxième, puis l'année d'après un troisième? Comment ça se fait qu'on a arrêté 7 réacteurs nucléaires en Ontario en 97? Pouvez-vous expliquer? En fait, la décision du gouvernement de l'Ontario était en partie basée sur des raisons économiques d'exploitation. Pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire, on s'est toujours assuré que toutes les conditions dans les permis étaient rencontrées et il n'y a aucun temps que l'exploitation des réacteurs en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Parce que les provinces, ensuite, ont leur responsabilité. M. Goulet avait demandé la parole. Moi, c'était sur la quantité de becquerels versus... ce qui est important, c'est la dose absorbée pendant une certaine période de temps. C'est ce que Mme Thompson disait. C'est ça qui est important. Le Canada est un des plus gros producteurs d'uranium au monde, avec une vingtaine de pourcents à peu près. Et dans la région de Saskatchewan, il n'y a pas de danger. C'est ça qui est important de voir. Les médecins ont jamais, ils approuvent les normes environnementales de la région. Il n'y en a pas de danger.
Oui. Alors, écoutez, dans tous les cas, il y a d'autres sociétés qui font le choix du nucléaire. Je pense à la France, par exemple, pour produire de l'énergie. D'autres sociétés aussi développées où les scientifiques, j'imagine, sont aussi bien informés que vous. Alors, pour les gens néophytes, vous êtes très convaincants tous les quatre. Comment choisir entre des éléments scientifiques que vous avez